toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode des webinaires confinés du RACEN qui vous propose d'explorer les synergies gagnantes mises en place dans les territoires au bénéfice de la vie associative. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au territoire du Nord en réalisant un focus sur plusieurs collectivités du département. Dans cette perspective, nous sommes très heureux d'accueillir 3 témoins qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. J'accueille tout d'abord Monsieur Didier Dupé, adjoint à la vie associative et aux relations internationales, élu à la ville de Bondues, située en métropole lilloise. Bonjour Monsieur Dupé et merci de nous accorder un peu de votre temps. J'accueille également Monsieur Jérémy Donny, directeur général des services de la ville de Cappelle-la-Grande, située à proximité du littoral. Bienvenue à vous Monsieur Donny. Également, j'accueille Monsieur Philippe Lefranc, trésorier de l'association Divertimento, qui est donc un ensemble musical du Nord, qui nous sera davantage expliqué tout à l'heure. À travers ce trio représentatif des relations triangulaires entre les élus, les techniciens des collectivités et les associations, nous irons à la découverte de contextes variés qui pourront vous inspirer différentes solutions pour accompagner, sécuriser et dynamiser votre tissu associatif. Et bien sûr, pour nous accompagner dans cette émission, comme toujours, puisque c'est leur expertise, Éric Mick, président, et Thomas Desmaistres, directeur, nos 2 représentants du RACEN, nous expliqueront leur travail et préciseront les services qu'ils délivrent aux collectivités au quotidien. Alors, avec ce superbe panel d'invités, nous allons nous poser les questions consistant à savoir comment les collectivités peuvent-elles donc à la fois structurer, sécuriser et dynamiser leur vie associative et en l'espèce, comment mettre en place un partenariat gagnant avec Uracen pour compléter l'offre d'accompagnement de votre vie associative. C'est donc tout l'enjeu de notre rendez-vous de ce jour. Avant de démarrer, je tenais à préciser à nos auditeurs et auditrices que ce webinaire a également vocation à pouvoir répondre à leurs questions via l'outil de chat proposé par Google Meet, donc juste sur le côté à droite de votre écran. Nous commençons bien sûr à être habitués à l'usage des nombreux webinaires proposés pendant ce confinement, mais je me permets de vous rappeler que pour le confort de tous, il est demandé à ce que chacun coupe son micro pendant les interventions, ceci pour ne pas générer de nuisances sonores. Enfin, comme déjà évoqué, j'informe chacun d'entre vous que cette table ronde virtuelle sera enregistrée de manière à ce que RACEN puisse diffuser la vidéo ultérieurement dans ses communications dans les collectivités. Je commence nos échanges en répondant à un premier besoin qui est celui, bien sûr, de recadrer le contexte et je souhaite dans un premier temps interpeller le président du RACEN pour qu'il nous rappelle l'objectif de la structure. Éric Mick, Uracen, c'est une association de loi 1901, a été créée en 1965. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est aujourd'hui, en 2020, sa raison d'être? Uracen, qui est l'Union régionale des associations culturelles et éducatives des Hauts-de-France, donc met son expertise, son réseau, ainsi que les compétences de son équipe au service des collectivités et de leurs associations. Les 2 publics qui peuvent adhérer et donc bénéficier de nos services sont donc les collectivités ainsi que les associations. Nous proposons donc à ces 2 publics, notamment les associations, notamment les collectivités qui nous réunissent ce soir, donc un accompagnement afin de concrétiser leur projet de développement de leur vie associative en répondant avec une réponse personnalisée. Et le positionnement est contenu intégralement finalement dans le slogan, la baseline qui accompagne le logo du RACEN. C'est l'association au service des associations. Thomas Desmaistres, vous êtes le directeur du RACEN. Vous sillonnez notamment le territoire du Nord toute l'année et vous fédérez en tout près de 250 membres, collectivités et associations. Mais concrètement, quelle est la mission du RACEN? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre action? Il faut être aux côtés des habitants des Hauts-de-France qui s'engagent bénévolement dans la vie associative. Qu'ils se soient des associations employeurs ou non employeurs, ils ont au quotidien beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de questions. On est un petit peu là pour le coaching, pour l'accompagnement, pour le conseil, pour la formation, pour outiller les associations,
pour qu'elles ne restent pas sans réponse à des questions ou qu'elles viennent chercher tout simplement une validation à des choses qu'elles font très bien, mais tout simplement pouvoir les confronter avec d'autres et pouvoir les partager pour être en conclusion plus sereins dans leur vie associative et apporter beaucoup de fidélisation de leurs membres auprès de leur structure. Très bien, merci Thomas. Pour compléter vos propos, je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume l'action de Duracell. Très bien, je vais maintenant passer à l'échange avec nos différents intervenants. Monsieur Dupé, comme on l'a dit précédemment, vous êtes adjoint à la vie associative et aux relations internationales pour la mairie de Bondues. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette charmante ville de la métropole lilloise, pouvez-vous nous décrire la commune de Bondues et par là même les caractéristiques de son tissu associatif? Oui, donc Bondues est situé à 10-11 km de Lille, avec 10 000 habitants et 120-130 associations. Voilà. Tissu associatif assez riche, surtout assez divers. On a des restaurants, on en a de très grands. Par exemple, actuellement, nous sommes en subvention de nos associations, c'est ce soir même. Bon, certaines ont une subvention de 100 €, d'autres ont plusieurs dizaines de milliers d'euros. Évidemment, les situations sont différentes, les histoires, les vécus sont différentes. Et ce qui m'intéresse, alors j'espère que je ne vais pas trop vite en besogne en vous en parlant, mais avec Uracell, c'est d'essayer de m'aider à répondre aux diverses demandes de toute cette diversité d'associations dans la commune de Bondues. Très bien. Oui, donc tissu associatif très varié. On l'avait vu sur les différents champs d'intervention, hein, aussi bien la culture, la musique, avec la musique, le théâtre, la danse, mais aussi les loisirs, les sports, le mémorial, la solidarité. Vous prenez en charge cette mission depuis récemment, depuis les dernières élections municipales. Quel était votre parcours précédemment, Monsieur Dupé? Alors, pendant les 6 années qui ont précédé, j'étais délégué à l'action économique et j'ai trouvé très sympa de changer, de passer à autre chose, donc relations internationales et surtout associations. Donc, effectivement, avec tout ce panel dont vous venez de parler. Et quel est donc du coup votre regard sur l'importance de
la politique associative pour une collectivité telle que Bondu? En termes de politique associative, disons qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, avec la grande conscience que les associations font, disons, une grosse richesse de la vie d'une commune. Lorsqu'il y a dans une commune de beaux panoramas, mais rien à y faire que de les regarder, c'est un peu dommage. Les gens ont besoin de pouvoir assumer leur passion, leur loisir. Et donc, ça fait la vie d'une ville, hein, les associations. Notre rôle étant de donner au mieux la satisfaction à nos concitoyens, eh ben, la moindre des choses, c'est de travailler avec les associations en toute bienveillance, avec l'envie de faire du chouette boulot pour nos concitoyens qu'on aime et qui nous aiment. Quand on a préparé cet échange et cet entretien, vous m'avez dit, et c'est peut-être la réminiscence de votre ancien mandat, vous m'avez dit au même titre que les commerçants, finalement, cette vie associative, c'est aussi le cœur de la ville qui bat. Bien sûr. Bien sûr, si c'est à répéter, je le répète volontiers, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est ça qui est chouette dans une ville, c'est qu'on voit que ça bouge, qu'il y a des choses qui se font, quand il y a des annonces par-ci, des annonces par-là, des projets, des spectacles. Alors évidemment, dans la période actuelle, c'est un peu frustrant, hein, de vivre ce que nous vivons tous, mais j'ai aucun doute que ça va reprendre super dans quelques temps. Et en tout cas, les associations sont très demandeuses de pouvoir se retrouver et refaire des choses ensemble. Faire des choses ensemble, pour moi, c'est le grand ciment entre les gens. Lorsqu'on cohabite, on ne devient pas amis, mais lorsqu'on crée ensemble des choses, lorsqu'on fait des choses, eh bien, c'est comme ça qu'on fait du bien vivre ensemble. Grâce à cette intensité de la vie sociale et avec toujours en ligne de mire cet intérêt général et ce partage entre les habitants. Vous avez effectivement parlé tout à l'heure tout de suite de Duracell. Vous êtes membre depuis combien de temps, Duracell? Alors ça, j'avoue que je n'ai pas fait l'enquête, mais ça doit faire plusieurs années, je pense. Et disons que c'est un soutien qui est sympa parce qu'à tout moment, comme je vous disais, moi, je n'ai pas de grandes compétences particulières sur le juridique ou sur des méthodes en ce qui concerne les associations. Et comme je vous disais, elles sont tellement différentes les unes des autres. À chaque fois quand une demande nous est faite, elle nous surprend un petit peu. Et c'est quand même génial d'avoir en la personne de Monsieur Desmaîtres particulièrement quelqu'un qui a une réponse rapide, bienveillante et très utile, quoi. Donc, pour moi, élu, ça me conforte beaucoup. Et donc, plus particulièrement, plus concrètement, en quoi consiste la collaboration avec l'Uracell et comment ça s'articule avec les services que vous pouvez avoir au sein de votre municipalité? Comment l'équilibre se crée entre, je vais dire, ce tripartite entre les associations, la ville ainsi que l'Uracell? Comment tout ça s'organise? Oh bah, d'une manière générale, moi, c'est au coup par coup, hein. On me pose une question, une asso me pose une question ou me pose un problème. Bon, j'essaye de trouver la réponse moi-même quand c'est possible, mais parfois, bah, j'aime bien l'idée de dire, voilà, je vais téléphoner à Monsieur Desmaîtres, il va me répondre comme il faut, et ça s'est fait encore il y a 3 ou 4 jours, si je me souviens bien, peut-être une semaine maintenant. Et voilà, quoi. J'ai pas de problème de confiance avec la réponse qui m'est faite. Donc voilà, ça c'est génial. Une fois que c'est dit, ben, je répercute auprès de l'association ou auprès des services chez nous, et puis on attend la prochaine fois l'occasion de se rencontrer de nouveau ou de se parler de nouveau. Finalement, bien plus que les formations qu'Uracell peut proposer, ce qui retient votre attention, c'est davantage finalement le conseil d'experts, l'accompagnement, la disponibilité, la réactivité pour répondre aux différentes problématiques des associations diverses et variées. C'est bien ça? Alors voilà, justement, pour l'instant, comme je vous disais, ça fait 6 mois que j'y suis, hein, et dans un contexte qui est pas extraordinaire pour les rencontres, mais j'ai quand même, et je l'ai évoqué auprès de Monsieur Desmaîtres l'autre jour, j'ai un peu l'intention de proposer aux assos de se rencontrer avec Monsieur Desmaîtres pour proposer justement
de la formation, pour proposer, montrer l'éventail des services qui peuvent être rendus par Uracen, et de manière à ce qu'il y ait cette proximité qui puisse se faire justement entre les assos et Uracen, qui n'ont pas forcément toujours le réflexe de se dire, tiens, je peux questionner tout de suite Monsieur Desmaîtres, je peux questionner tout de suite Uracen. Mais j'ai envie de donner cette fonction-là également, si c'était possible. On verra ça, n'est-ce pas, Monsieur Desmaîtres? Voilà. Alors, il y a les besoins identifiés par les associations en tant que telles. Il y a aussi, j'imagine, le point de vue du responsable, de l'élu, qui peut effectivement distribuer un certain nombre de subventions municipales ou de locaux municipaux en prêt. Il y a à partir de ce moment-là un besoin d'être mis en conformité sur les aspects légaux, administratifs, etc. C'est quelque chose que votre tissu associatif a déjà bien pris à son compte? Oui, enfin, je dirais que les soucis et les problématiques sont tellement différentes d'une asso à l'autre. Il y a 3 jours, il y en a une qui me demandait comment on fait pour faire le chômage partiel pour mon employé, etc. Bon, on la prend par la main, on l'accompagne. D'autres associations n'ont pas attendu qu'on leur parle pour avoir déclenché tout ça. Donc effectivement, l'expertise de Monsieur Desmaîtres n'est pas systématiquement utilisée. Il y a des choses on peut répondre soi-même. Et nous-mêmes, au niveau de mon fonctionnement à moi ou des services, on a besoin une fois de temps en temps d'être un peu rassuré. On est bien d'accord que ce qu'on lit dans les pages du Sénat ou une jurisprudence à gauche à droite, c'est parfois intéressant. Mais on a quand même besoin d'avoir quelqu'un de confiance qui nous dise, qui nous mette un peu à l'aise avec certaines choses. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, absolument. Je me permets de rebondir et de solliciter Eric Milk. Eric Milk, en tant que président du Racen, finalement, est-ce que c'est pas un peu la promesse qui est réalisée auprès des élus, qui est finalement de leur proposer une forme de sécurité sociale des associations, en tout cas le combo formation plus service et accompagnement personnalisé. C'est ça l'objectif réel de l'Uracen, c'est pour ces villes type 10 000 habitants, c'est de pouvoir être le tiers de confiance, c'est ça? Oui, tout à fait, que ce soit une commune de 10 000 habitants, une commune de 2 000 habitants, une commune de 50, 60 000 habitants. Comme je le disais tout à l'heure, chaque commune a sa vie associative spécifique, ce que vous disiez, Monsieur Dupé, tout à l'heure. Et donc, notre réponse, de fait, sera spécifique. Et si l'on prend 3 collectivités, notre réponse, même si c'est le même ADN, parce que les types de salariés ne changent pas pour y répondre, mais les réponses seront bien sûr différentes parce qu'elles seront spécifiques pour coller aux attentes des élus, pour coller au terrain et aux attentes des associations. Et donc, avec le triptyque, expertise, accompagnement et formation. Très bien, merci Eric. J'en arrive à un deuxième témoignage, celui de Monsieur Donny. Monsieur Donny, vous êtes le directeur général des services de la ville de Cappelle-la-Grande, donc à proximité du littoral, hein, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le tableau, le contexte de votre commune? Oui, volontiers. Bonsoir à tous déjà. Et puis, merci pour l'invitation et pour la participation à cette réunion. Donc oui, effectivement, la ville de Cappelle-la-Grande est une ville de 8 000 habitants environ, donc qui fait partie, qui est sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc c'est une ville, je dirais, à forte consonance, à culture assez ouvrière par rapport à la sociologie de la population. Donc aussi inhérent à un fonctionnement pendant une quarantaine d'années où c'est une ville nouvelle qui comptait 2 000 à 3 000 habitants dans les années 70 et qui a subi des flots de construction dans les années 80-90 et qui a permis d'apporter un certain nombre de populations. Et il y avait une volonté vraiment aussi d'apporter un certain dynamisme dans la commune par l'intermédiaire de ce tissu associatif. Donc la ville compte quand même une soixantaine d'associations qui représentent en plus d'une centaine d'activités pratiquées au sein de la commune de Cappelle-la-Grande. On a eu un maire bâtisseur pendant une quarantaine d'années
voilà, très paternaliste, je dirais, un personnage local très très fort, marqué, voilà, qui était aussi, entre autres, aussi secrétaire général des dockers du port de Dunkerque. Donc, vous imaginez, avec un tempérament très très fort, très impliqué, avec une vocation sociale extrêmement développée. Mais ce qui fait qu'il a construit beaucoup sur la ville, hein, des équipes. On a 3 complexes sportifs, un stand de tir, un centre équestre, une piscine, un bâtiment à vocation culturelle qui est classé en ERP1 comme le Cursal de Dunkerque, voilà, qui était dévolu à toutes ces activités associatives extrêmement développées, que ce soit dans le domaine social, le domaine culturel, le domaine sportif. Donc ça touchait vraiment toutes les franges de la population, environ plusieurs milliers d'adhérents dans nos associations pour une 60aine d'assauts. Ce qui s'est produit, du coup, c'est que, en fait, si vous voulez, par rapport à cette politique qui a été menée pendant des décennies, voilà, qui a forcément plu beaucoup à la population de Capelle-la-Grande, où il y avait vraiment ce développement de cet esprit associatif qui, comme le disait Monsieur Dupé, fait vivre une commune. C'est ce sur quoi le socle sur lequel on se base pour la vie citoyenne dans notre territoire. C'est très important. Sauf que nous, ce qu'on a rencontré, c'est qu'avec ce fonctionnement municipal des années antérieures, hein, jusqu'à 2014, que M. Gouvard, enfin l'ancien maire, est décédé en 2013, c'est qu'on avait la sensation, en plus avec les baisses de dotation qu'on a eues en 2013-2014 au niveau de l'État, que quelque part, on allait un peu dans le mur, si je peux me permettre cette expression, entre guillemets. Donc, il est décédé en 2013. En 2014, il y a eu de nouvelles élections et voilà, on avait déjà mené des alertes au niveau de moi en tant que technicien au niveau des nouveaux élus par rapport au fait à la disproportion que pouvait représenter dans le budget municipal le montant alloué en termes de subventions financières au tissu associatif. Bon, forcément, qui était extrêmement satisfait de la chose, mais sachant que nous, voilà, pour une strate démographique de notre taille, c'est environ 200 à 300 000 euros. On était à plus d'1 million d'euros de subventions aux associations, hormis la mise à disposition des locaux et la mise à disposition de vins d'honneur, etc. Donc, on a eu la Cour des comptes en 2015 qui est arrivée, qui a exercé son contrôle et qui a repris les mesures dont j'avais fait part aussi à la nouvelle municipalité par rapport à rationaliser et optimiser nos dépenses. Donc, Et vous étiez en poste à partir de quel moment? Moi, j'étais en poste, j'étais déjà en poste à l'époque de M. Bouvard, parce que j'étais recruté, j'avais 23 ans. Mais sauf que voilà, c'était extrêmement un fonctionnement hyper pyramidal où les autres élus, enfin voilà, personne n'avait pas grand-chose à exprimer, ou en tout cas où on pouvait exprimer quelque peu son avis, mais on n'était pas forcément entendu. C'était un fonctionnement depuis 40 ans comme ça, donc c'était assez compliqué. Mais malgré tout, Là, voilà. en 2016, Comment? et donc en 2016, la Et donc en Cour des comptes 2016, en fait, régionale. ce qui devait arriver, l'effet de ciseau, la baisse des dotations d'État, on a perdu 2 millions d'euros dans notre budget municipal et la Cour des comptes est arrivée, suivi par rapport aux recommandations que j'avais pu faire en pointant du doigt à la rationalisation de nos dépenses et qu'il fallait absolument, notamment sur le plan des subventions à nos associations, baisser la voilure, donc revenir dans les strates démographiques de notre taille, à savoir passer d'1 million à 300 000 euros. Donc, imaginez bien tout de suite l'impact que ça a pu avoir sur la nouvelle équipe municipale et puis sur les décisions qu'il fallait prendre à ce moment-là, sachant que, comme l'a dit M. Dupé, et je le rejoins là-dessus, il fallait être suffisamment pédagogue, si tant est que ce soit possible, pour faire comprendre en gros qu'il allait y avoir des rationalisations sur les dépenses liées aux subventions municipales, tout en conservant cet équilibre qui fait la vie citoyenne de la commune. Donc là-dessus, forcément, j'ai eu la chance, et je tiens à le dire, la chance de participer à une session de formation qui était animée à l'époque par Monsieur Desmesses, par Thomas de l'Uracen, sous couvert, là, c'était dans le cadre de l'Association des maires de France. Et en 2016, je me suis souvenu que quelques années auparavant, j'avais eu la chance de pouvoir participer à cette session de formation. J'en avais alerté à ce moment-là, j'en ai alerté mes élus qu'il était absolument indispensable d'avoir un tiers, un organisme tout au moins, pour pouvoir notamment faciliter les échanges, le dialogue entre notre tissu associatif et la municipalité, dans la mesure où il y avait pas mal d'incompréhension par rapport au fait de telles baisses drastiques en termes d'aide financière. Donc l'idée, c'était à la fois acclimater à un nouveau contexte budgétaire, des baisses des allocations. L'idée, elle était. Mais c'était aussi, vous m'avez dit quand on a échangé et préparé cet entretien, c'était un besoin aussi d'accompagner les associations dans leur mise en conformité, dans leur administration.
C'est exactement ça. En fait, l'objectif a été de nous permettre de refaire une mise à plat du fonctionnement des relations entre le tissu associatif et la municipalité, tout en reprécisant, comme je vous le disais, de ne pas être dans la culpabilisation aussi de ce tissu associatif qui a fonctionné. Voilà, il y a eu une opportunité d'avoir des subventions, on n'en était pas le responsable. Là, comme je vous le disais, l'objectif était de faire comprendre aux associations, mais aussi au niveau municipal, que nous sommes gestionnaires de deniers publics et que quelque part, à travers la subvention municipale qu'on pouvait allouer à l'association, elle était aussi utilisatrice de deniers publics et que quelque part, tout ça est encadré par le Code général des collectivités locales. Alors, moi, j'ai un terme des mots de technicien. Alors, forcément, vous expliquez ça à des gens qui sont dirigeants ou encadrants dans des associations, bah, forcément, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent entendre. Donc, du coup, voilà eu l'idée d'avoir recours aussi à l'Uracen pour pouvoir justement mettre en place ce plan d'accompagnement de notre tissu associatif, mais aussi de responsabiliser nos élus, de leur faire comprendre aussi les enjeux liés aux relations avec les associations. Parce que voilà, même si chacun est de bonne volonté, tout le monde il met du sien, tout le monde a envie, tout le monde veut développer des projets, mais il y a quand même un cadrage et il y a des responsabilités dont il fallait faire prendre conscience autant aux élus qu'à notre tissu associatif, tout en conservant cet équilibre absolument indispensable à la vie de la cité. Et c'est ce qui s'est produit puisque voilà, on a souscrit à l'Uracen, on a rencontré l'Uracen par l'intermédiaire de M. Demestre Thomas, et qui a rencontré mon maire, nous avons conventionné, et depuis on a organisé, donc comme le disait M. Dupé, il y a aussi ce côté du quotidien où nos associations peuvent intervenir auprès de ma collaboratrice qui est l'interlocutrice de M. Demestre pour l'Uracen pour leur problématique de quotidien, mais également aussi les faire monter un peu en compétences, leur faire prendre aussi conscience aussi qu'il y a un certain nombre de responsabilités quand on est encadrant dans une association. On a mis en place une session de formation annuelle pour pouvoir qui prend au fur et à mesure où les gens au départ étaient un peu à la défiance. Et quand ils ont compris la démarche de la municipalité, que c'était un véritable accompagnement, que ce n'était pas le but de culpabiliser, mais de passer à un autre mode de fonctionnement tout en conservant cette vie associative, bah, les choses ont pris parce qu'avec l'Uracen aussi, par l'intermédiaire de M. Demestre, qui a fait preuve aussi à chaque fois de grande pédagogie, de grande connaissance, toujours enrobé tout cela un peu sur tout trait d'humour, de bienveillance, parce que j'ai bien aimé le mot de bienveillance, et la bienveillance exactement, qu'on a trouvé à travers l'Uracen. Et aujourd'hui, on a toujours 60 associations. On est arrivé dans les plus hauts niveaux budgétaires affichés par rapport aux moyens qu'a la commune, hein, aux alentours de 300 000 € de subventions aux associations. Mais il y a un accompagnement, il n'y a pas qu'une baisse financière, il y a cet accompagnement, il y a cette responsabilisation, il y a une professionnalisation des pratiques. On a mis en place un règlement des critères d'attribution de subventions avec l'aide de M. Demestre. On a mis en place un vrai dossier de demande de subvention avec des vrais budgets prévisionnels, des vraies notions de projet, des conventions d'objectifs. Donc, on est vraiment là-dessus, on est vraiment dans cette dynamique au niveau de la commune. Mais je tenais simplement à préciser cet historique parce que voilà, ça a été quand même à un moment donné, il y avait des délibérations, hein, des subventions à louer, etc. Mais il n'y avait pas de contrôle, il y avait pas et on s'est aperçu que voilà, il y avait quand même aussi des choses qui n'étaient pas forcément correctes par rapport à certains modes de fonctionnement. Et ça a permis, avec l'Uracen, de nos dirigeants qui se sont allés soulever des problèmes qu'ils rencontraient, qu'ils n'osaient pas évoquer. Par rapport à M. Demestre, il parlait d'associations employeurs, tous ces problèmes liés au statut juridique, le problème des défraiements, des rémunérations, des URSSAF, j'en passe et des meilleurs. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ben, pour moi, c'est le meilleur choix qu'on a pu faire à ce moment-là, de se tourner vers l'Uracen pour pouvoir justement être ce facilitateur d'échanges et de discussions entre la collectivité et le tissu associatif. Et aujourd'hui, les choses sont totalement normalisées et je tiens à remercier encore monsieur Demestre et puis à travers l'Uracen pour le bon partenariat qu'on a pu construire. Voilà. Oui, on mesure bien les défis qui ont été les vôtres et le vaste chantier de rationalisation, de mise en place de process et d'accompagnement et de pédagogie pour expliquer même le bien fondé des changements que vous souhaitiez opérer. Thomas, votre réaction par rapport à cet environnement et à ce vaste chantier, ça fait partie des services aussi de l'Uracen d'accompagner en profondeur comme ça?
en profondeur et puis en largeur. On a une région de 5 départements et le regard extérieur que nous exerçons quand nous intervenons sur les territoires auprès des communes, hormis la passion que l'on sent là, par rapport aux participants à une salle qui est très attentive, c'est tous ces exemples que l'on a pu voir ailleurs sur d'autres communes. Et il est important que tout ça puisse s'emboîter correctement. Ce que a réussi l'un peut servir à un autre. Et il ne s'agit pas de garder l'information pour soi, mais d'être un transmetteur, d'être mobile, expert, bien évidemment, et être ouvert aussi, comme l'a dit Monsieur Denis, sur des contextes. Des typologies d'habitants, je dirais, des habitudes de vie associative, des budgets, des équipements différents, des tailles de communes. Tout ça fait un mix et fait la grande richesse des Hauts-de-France. Et pour ma part, je vous remercie pour le retour que vous nous faites. Et pour ma part, c'est ce qui fait aussi le gros apport de l'Uracen sur ce territoire des Hauts-de-France que j'aime beaucoup et que nous aimons tous. Très bien, merci. J'en arrive à notre troisième invité, Monsieur Lefranc. Philippe Lefranc, bonjour. Vous êtes le trésorier de l'association. Bonjour à vous. Vous êtes le trésorier de l'association Divertimento. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quel est l'objectif et l'activité de cette association? Alors, cette association, en réalité, est un ensemble vocal et orchestral qui a été créé en 1992. Cela veut dire que nous allons fêter nos 30 ans. Il y a quand même des associations qui ont une certaine durée de vie. Elle a été créée par Jean-François Douroulet, qui est à la fois professeur, mais responsable de l'école de musique d'Élem. Alors, nous sommes associés, bien sûr, je dis associés avec la ville de Ouascal, donc je reconnais les propos de M. Dupé et puis du responsable technique à la fois de M. Denis, puisque nous avons également des relations avec ces mêmes services, mais au niveau de la ville de Ouascal. Depuis 1992, nous nous sommes produits dans les Hauts-de-France de nombreuses fois, dans les Ardennes, voire aussi à Notre-Dame de Paris, et nous avons même fait pendant 8 jours des concerts aux États-Unis, puisque nous avons eu la chance de rencontrer un compositeur et guitariste américain, et nous avons fait une sortie de part et d'autre. Une tournée. Nous sommes accompagnés de musiciens professionnels avec lesquels nous chantons régulièrement en formation à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on peut chœur et piano comme chœur et orchestre. Donc, il y a le choix. Tout est lié par rapport à des budgets et des œuvres à la fois que nous pouvons chanter et à la fois que la ville de Ouascal accepte, voire d'autres villes acceptent de nous le financer. Nous sommes à peu près une soixantaine de chanteurs, et bien que non professionnels, nous avons été créés à la base du conservatoire de Ouascal. C'est-à-dire que dans chaque conservatoire ou école de musique, la première et deuxième année, chaque personne est obligée, enfin entre guillemets obligée, d'appartenir à un chœur. Et notre chef de chœur bien-aimé, Jean-François Douroulet, a su prélever des éléments et c'est ainsi que cette association a été créée. Alors, certains chantent ensemble depuis 20 ans, ce qui apporte une cohésion pour moi musicale, qui est certaine, et pleinement engagée dans notre passion. Nous abordons avec exigence, je peux vous le dire, avec un répertoire assez riche. Nous allons de l'époque baroque. Baroque, ça veut dire tout ce qui est du 16e, 17e, donc tout ce qui est Bach, Beethoven, Mozart, Rossini, jusqu'à la création contemporaine, puisque nous allions proposer déjà à Ouascal des pièces de Djelo. Djelo est un Norvégien qui est né en 1978. Des mélodies extraordinaires. Je vous l'écris, je vous donne les lettres, c'est G, J, c'est un peu compliqué, E-I-L-O. N'hésitez pas à prendre Internet et vous allez voir cette mélodie qui a été composée par ce compositeur norvégien. On a du Bernstein, on a du Poulenc. Donc, on a un répertoire assez varié. Pour ça, pour que cette association marche, bien sûr, nous avons un bureau. Et comme tout bon bureau qui se respecte, nous avons un président, un vice-président. Et nous rencontrons et nous aimons, et c'est important pour nous qu'un vice-président ou une présidente rencontre la responsable, ou le maire, mais bien souvent c'est la responsable de la culture au niveau de Ouascal, où il est important également pour nous de rencontrer des responsables techniques, parce que quand on met en place un concert à telle ou telle église, il est important de savoir et de connaître toute la base sur laquelle nous allons pouvoir nous installer. Et enfin, je dirais la troisième chose, c'est de
d'être quand même soutenu dans notre mode de fonctionnement. Puisque en 1992, quand on se crée comme ça, on n'a pas forcément des trésoriers, des financiers, des juridiques. Donc, on a commencé à travailler avec Uracen. Uracen nous a apporté toute la gestion, puisque nous avions, puisque maintenant avec la crise, malheureusement, on diminue notre personnel, mais globalement, nous avions 2 pianistes et 2 chefs de chœur. Et à partir de cela, eh bien, il faut bien les rémunérer, et cette rémunération nous a été possible grâce à l'apport d'Uracen. Et Uracen nous a apporté une telle confiance que, eh ben, il nous a mis sur la route et nous sommes pris en charge. Mais ça ne nous empêche pas, chaque année, sur telle ou telle question juridique ou comptable, Thomas, bonjour, comment allez-vous? C'est un premier élément pour moi important et j'ai reconnu au travers des propos de Thomas l'aide qu'il peut nous apporter à chaque fois que se pose une question. Ça, c'est pour moi un élément primordial. Et je dis aussi une chose, c'est Uracen nous apporte beaucoup parce que c'est un peu comme nous, c'est une structure assez légère, qui est pas compliquée. Elle est basée parfois sur un homme ou 2 hommes. J'ai même dit très adaptée pour moi aux petites structures, que nous soyons 1 ou 5 ou 10 ou 20 personnes. Uracen est à notre portée et c'est pour nous assez pratique et très souple. Et là, l'autre élément pour nous qui est important, c'est que Uracen et la ville de Wascal organisent des formations pour l'ensemble des associations de leur périmètre. Ce que je reproche un peu, enfin ce que je reproche, je dis simplement, c'est que nous ne sommes pas nombreux. C'est bien malheureux, il y a 4 ou 5 associations qui viennent au moment des formations. C'est bien malheureux puisque je pense que Wascal doit avoir au moins 60 ou 80 associations possibles. Mais nous avons des modes de fonctionnement différents. Voilà. Et donc, moi, n'ayant pas une formation comptable de départ, j'ai accepté la mission puisque dans une association, il est important que les rôles se partagent et s'échangent, toujours pas la même personne. Eh bien, Uracen m'apporte une certaine sécurité quand je déclare à l'URSSAF telle ou telle somme. Voilà. Merci, Monsieur Lefranc. Quand on a échangé pour préparer cet entretien, vous m'avez dit, finalement, tout au long de l'histoire de notre association, l'Uracen nous a aidés à nous structurer. C'était quoi les grandes étapes où vous avez bénéficié de cette aide, par exemple? C'était la question notamment des salariés que vous envisagez tout à l'heure? C'est certain, puisque de toute manière, les répétitions sont exigeantes. Nous avons donc un pianiste professionnel. Il ne travaille pas gratuitement, je dirais, globalement. Il est important de pouvoir le rémunérer. Et qui dit rémunération dit toutes les tracasseries administratives qui viennent être liées à cette activité. Et donc, de ce fait-là, en 1992, on a fait appel à Uracen pendant au moins une bonne dizaine d'années. Et Uracen nous a permis également de payer des intermittents, puisque quand vous montez, par exemple, un requiem de Mozart, comme on a pu le monter il y a maintenant il y a 1 an et demi, il faut savoir qu'il y a 25 instrumentistes, mais qui sont payés en tant qu'intermittents. Donc, vous avez toute la gestion également de cette intermittence à payer. Donc, hier, eh bien, nous n'avions pas les éléments, mais progressivement, nous nous sommes pris en charge et nous avons trouvé les éléments et un moyen pour pouvoir le faire nous-mêmes. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on a une grosse question. Tiens, on a 2 CDD qui s'en vont ou il y a un CDI qui se présente. Quelles sont les déclarations qu'il faut faire? Donc, administratif, RH. Tracasserie administrative, DRH, juridique, voilà. Très bien. Essentiellement, voilà ce que, et on reconnaît au travers des propos de Thomas par rapport à M. Dupé ou par rapport à M. Denis, on reconnaît Thomas dans sa façon d'être simple mais efficace. Très bien. Vous avez rapidement évoqué tout à l'heure, le contexte n'est pas particulièrement favorable à la vie associative actuellement. Comment vous réussissez à garder le lien au sein de votre association? Vous m'avez dit que les projets pour l'instant étaient un peu dans l'expectative. Vous avez des prochains concerts qui sont prévus, mais c'est délicat. C'est 2 questions, hein. Comment l'avenir de l'association, c'est quoi? Et comment vous gardez le lien entre vous au sein de l'association? Alors, la premier élément, c'est le programme qu'on présente à une ville, notamment par rapport à Wascal. Nous l'avions présenté fin 2018, début 2019, des programmes assez contemporains qui s'appellent les psaumes de Bernstein, qui sont assez complexes, et du Giello, où vous allez jusqu'à des partitions de 8 voix. Pour avoir une telle œuvre,
il nous faut maintenir le nombre de personnes que nous sommes, c'est-à-dire 60. Avec le Covid, malheureusement, ni la date de concert n'a été arrêtée, ou plutôt reportée. Et la deuxième chose, pour pouvoir répéter efficacement, il nous faut au moins ces 60 personnes. Et aujourd'hui, ben vous avez des choristes qui, aujourd'hui, attendent que le Covid s'arrête. Donc, nous nous sommes retrouvés de 70, on est plutôt reparti sur une quarantaine. Donc, nous sommes assez souples. Nous avons décidé, grâce au bureau et aux réunions qu'on peut avoir à la fois avec la ville, mais également entre nous, puisque nous avons une certaine démocratie, nous avons décidé de changer de programme pour pouvoir répondre à la ville de Guascales, peut-être en juin ou en juillet 2021. Et donc, de ce fait, nous avons changé un programme et on va interpréter le Requiem du Ruther, qui est un jeune Américain également, qu'on commence à bien connaître, mais globalement, nous sommes adaptés. Ça fait référence à de la musique contemporaine, mais comparativement, c'est du Bach, mais contemporain. Donc, il est beaucoup plus facile de le chanter et donc de pouvoir faire des répétitions. Mais aujourd'hui, c'est clair que les répétitions se sont arrêtées. On marche un peu en vidéo dans le bureau pour pouvoir dire comment on peut faire. On est en lien aussi avec la mairie en disant est-ce que vous maintenez véritablement un concert pour le mois de mars, ou le mois d'avril, ou le mois de mai. On a aussi le problème des cotisations. Est-ce que je cotise, je ne cotise pas? Est-ce que j'y vais pas? Donc, on a beaucoup de questions qui se posent dans le cadre avec le Covid, qui nous empêchent aujourd'hui de faire comme on faisait précédemment. Il nous faut trouver différemment. Ouais. Et j'imagine que même les répétitions sont compliquées aujourd'hui, forcément avec le Elles sont compliquées. D'abord, elles sont compliquées parce on a essayé en septembre-octobre, quand il n'y avait pas de confinement, d'essayer de trouver des places. Et Guascales nous a offert une salle de 200 mètres carrés où chaque choriste avait à peu près ses 3-4 mètres carrés disponibles. Mais imaginez la relation qu'il peut y avoir entre un chef de chœur, le pianiste et la basse qui se trouve au fond. C'est déjà assez pertinent de faire une telle répétition. Et puis, il faut savoir que quand une chorale s'arrête pendant quelques mois, il faut du temps pour qu'elle reprenne. Important, c'est également de travail de chacun chez lui. Donc, voilà la prochaine. On a d'ailleurs une vidéo ce soir pour voir comment on peut inciter maintenant les choristes qui acceptent de continuer pour pouvoir travailler en vidéo ensemble. Oui, certains investissent de nouveaux champs et notamment le digital, mais c'est compliqué en ce moment pour la culture et le sport. On vous souhaite bon courage, en tout cas, Monsieur Lefranc, vous et les membres de votre association. Thomas, je rebondis sur le témoignage de Monsieur Lefranc. On a vu des formations, de l'accompagnement sur des tracasseries administratives, juridiques, fiscales, sociales, RH, recherche de financement, etc. Finalement, jusqu'où l'Uracen peut aller? Est-ce que vous pouvez nous préciser finalement le périmètre et le champ d'action, le champ d'intervention, jusqu'où on peut aller avec l'Uracen? L'idée, c'est de pouvoir réconforter, surtout répondre et donner des réponses simples aux gestionnaires d'associations. Souvent, ce sont des présidents, des trésoriers ou des trésorières qui sont à la manœuvre, sont les premiers à venir vers nous. En termes de secteur de questions, effectivement, il y a le fonctionnement statutaire, préventif, éviter les conflits, que me demande la préfecture, pourquoi on me demande de signer ou de produire tel document, tout ce qui est écrit, tout ce qui est présentation orale lors des assemblées générales, lors des réunions statutaires. Un deuxième chapitre sur effectivement les financements. On s'est fait une marque de fabrique autour de l'intérêt général. C'est une loi qui est très mal comprise. Pourtant, maintenant, elle est ancienne. Elle date de 2003. Mais pour les petits commerçants, les PME, les TPE, c'est un levier pour les associations extrêmement important de défiscalisation. Il y en a d'autres, parfois aussi sur la fonction employeur. Quid d'un intervenant? Alors, on me dit qu'il me présente une facture, mais quel type de facture? Avec quel type de mention sur ces factures? Je rappelle que l'Uracen a été à l'initiative du chèque emploi associatif qui est né dans le Nord, sur le Dunkerquois, puisque c'était Jean-Pierre Decol qui l'avait lancé sur la réussite du chèque emploi service universel. Eh bien, il en a fait un calque pour le monde associatif en partant du principe que finalement, une association fonctionnait plus comme un particulier que comme une entreprise.
Donc, avec beaucoup de bon sens, nous avons accompagné cette loi au Sénat, à l'Assemblée nationale, et maintenant, ce sont des millions d'utilisateurs tous les mois, puisqu'on a 1 300 000 associations en France. Donc, 3 choses, fonctionnement statutaire important, 2, les financements, 3, l'emploi. Voilà un petit peu les questions qui fusent quotidiennement à nos mails, à nos téléphones et aussi en face à face ou en distanciel. Merci Thomas. Pour compléter la réponse, Eric, on le voit bien, la crise sanitaire renforce, j'allais dire, la résilience, comme on l'appelle souvent, ou en tout cas l'adoption de nouveaux formats, de nouveaux moyens. Comment pour vous, Eurasen peut s'adapter aussi au nouveau contexte, aux transformations, aux changements de la société? Comment ce tissu associatif pour vous peut, doit, devrait se digitaliser davantage peut-être avec bien sûr le contexte qui renforce cette logique? Donc, Eurasen a accéléré sa digitalisation de ses services et de sa formation, ce qui ne remplacera jamais, j'ai envie de dire heureusement, le contact humain de son équipe vis-à-vis donc des collectivités et des associations. Au mois de novembre, un certain nombre de formations qui étaient prévues, organisées par les collectivités pour leur association, ont donc été annulées. À chaque fois, il a été proposé à la collectivité d'organiser, si elle le souhaitait, en fonction donc de la thématique de la formation, cette formation en visio. Un certain nombre de collectivités ont utilisé ce nouveau service. Ce que nous avons mis en place aussi, c'est ces webinars, donc sur l'ensemble des départements des Hauts-de-France, avec le triptyque d'un élu en charge de la vie associative, d'un personnel territorial, soit un DGS, soit un responsable d'un service vie associative, et aussi d'un bénéficiaire, on va dire, final des services du RACEN, c'est-à-dire une association. Donc, comme nous le voyons aujourd'hui, nous avons aussi organisé un certain nombre donc, de parcours, on va dire, numériques pour les associations. Rappelez qu'Eurasen est labellisé PANA, c'est-à-dire nous sommes membres du programme d'accompagnement numérique associatif. Et donc, nous proposons aux associations donc, adhérentes ou aux associations via les collectivités adhérentes donc, de réaliser un audit donc, de leur situation numérique de l'association, de les aider à formaliser les objectifs et de les accompagner justement dans leur transition. Ce que nous organisons aussi, c'est un véritable parcours pour les associations. Donc, un module a eu lieu il y a 15 jours donc, sur comment administrer son association en ligne, donc ô combien d'actualité. Un deuxième module aura lieu fin de cette semaine sur comment garder le lien avec ses adhérents en cette période. Monsieur donc Lefranc, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, avec différentes possibilités, parce qu'il ne faut pas croire que même si l'activité, on va dire, en présentiel de l'association ne peut plus avoir lieu, l'association doit se dire il faut encore attendre 1 an, 2 mois, 3 mois, et on verra après. Non, j'ai envie de dire, si on attend 1 an à un lapsus, j'espère non révélateur, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, il est parfois un peu trop tard. Comme les commerçants, il faut véritablement garder le lien. Il existe différentes possibilités. Vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Et donc, au sein de ce module qui aura lieu vendredi prochain, d'autres possibilités seront évoquées. Ensuite, un troisième module qui sera comment, pendant cette période, donc réfléchir sur l'avenir de son association et de proposer ses services aux futurs adhérents, justement profiter de cette période, paradoxalement, j'ai envie de dire, pour faire la promotion, la communication des activités de son association. Nous avons aussi lancé un nouveau rendez-vous, le rendez-vous associatif du mardi à 11 h, où un ou plusieurs membres de l'équipe Eurasen donc discutent, répondent aux questions. C'est une discussion ouverte, sans avoir de thématique particulière, on va dire, lors de ces rendez-vous virtuels, donc pour discuter, garder le lien avec nos adhérents. Et nous allons organiser d'ailleurs, donc pour l'autre public qui est celui des collectivités, donc fin du mois, le 26 novembre, donc à 15 h, donc un rendez-vous sur le même mode qui s'appelle
vie associative et commune. Ce sera la 9e édition qui auparavant était bien sûr organisée de manière physique, qui se fera pour la première fois de manière donc virtuelle. Et nous proposons à chacune des collectivités adhérentes d'organiser, s'ils le souhaitent, une rencontre pour rebondir sur les propos de messieurs Denis et Dupé donc, précédents. Donc, d'organiser une rencontre virtuelle avec leur association pour répondre justement à l'ensemble de leurs questions en cette période bien particulière, donc que nous ne connaissions pas il y a quelques mois en début de cette année. Donc, véritablement, nous avons fait notre coming out numérique à Luracen. C'était dans notre objectif. La résurgence de la crise sanitaire nous a obligés à accélérer ce que nous avons fait grâce à la compétence des salariés. Et c'est un service donc sur mesure que nous proposons aux collectivités et à leurs associations. Et finalement, ça bénéficie aussi aux associations qui peuvent elles-mêmes se dévoiler finalement sur les outils numériques. Monsieur Dupé, je me permets de vous poser, avant de se quitter, une petite dernière question. Vous l'avez dit, c'est difficile en ce moment d'avoir le lien avec les associations. Vous ressentez sûrement ce besoin chez elles, c'est de garder ce lien. Quels conseils vous leur prodigueriez pour maintenir une activité, j'allais dire, en attendant le retour à la normale, si on peut s'exprimer ainsi? Le conseil, c'est d'essayer de garder un rendez-vous. C'est-à-dire de toujours fixer un rendez-vous pour la fois suivante quand ils se font des rencontres informelles. Il est amusant de se rendre compte qu'il y a des associations où il y a des animateurs qui fonctionnent bien, qui arrivent à se dire, voilà, j'utilise mon Zoom ou j'utilise mon Google Meet ou quoi que ce soit, et j'ai des adhérents, je sais lesquels vont me rejoindre, etc. Et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la même association, un animateur ne sait pas le faire. Je propose quand même que même si on ne poursuit pas une activité, on se fasse quand même des rendez-vous, des moments de rencontre où on échange, où on est content de se revoir, etc. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est de se voir sans masque sur l'écran. Mais voilà. Par contre, j'ai une association particulièrement à l'esprit. C'est statu quo, quoi. Il ne se passe rien. Et j'ai très peur pour celle-ci, que la reprise soit compliquée. Donc, voilà. Donc, votre conseil, c'est soit de ritualiser ou en tout cas de reconduire les événements, les rencontres, les rendez-vous, les moments d'échange et les moments de convivialité qui sont finalement inhérents à cette vie associative. Voilà. Je vous pose la même question, monsieur Denis, ça vous intéresse de nous répondre là-dessus? Le micro. Merci. Là que ça va mieux comme ça, pardon, excusez-moi. Oui, donc nous aussi, on reste en veille, on fait du phoning auprès de notre tissu associatif, hein, qui est comment dire plus restreint que dans une ville telle que Ouascal ou autre, évidemment. Donc on est 8000 habitants, donc tout le monde se connaît plus ou moins au niveau de la commune. C'est vrai que les activités sont extrêmement limitées ou quasiment bien évidemment à l'arrêt compte tenu du contexte. Sachant que nous, voilà, on a essayé aussi de les sensibiliser parce que la ville de Capelle-la-Grande va fêter ses 100 ans. En 2021. Donc, malheureusement, tout devait démarrer au 19 décembre 2020, puisqu'en 1920, le décret qui a donné le nom de la commune a été pris. Donc, on devait mettre en place toute une année de festives et d'événements qui vont joncher toute cette année de ce centenaire. Et donc, on a quand même évolué, vous voyez, puisque aussi, avec la collaboration de l'Uracen, on a incité aussi à développer nos pratiques. Et là, on a lancé un appel à projet auprès de notre tissu associatif. Donc là, ils vont aussi, dans le cadre de ces 100 ans, où donc là, l'objectif pour elles aussi, pendant le moment où ils sont un peu plus en retrait par rapport à leur pratique, c'est de réfléchir à proposer un projet à la commune qui les accompagnera sur le plan, bien évidemment, matériel et financier, pour pouvoir mener une opération en lien avec l'anniversaire, le centre du centenaire de la ville. Donc voilà, donc ils sont occupés de réfléchir, peut-être dans des réunions à distance comme nous le faisons à l'instant, pour essayer de continuer malgré tout l'année prochaine à mettre en avant notre commune et puis leurs associations. Voilà. Les réunions à distance, le virtuel, mais aussi la perspective et les projets qui peuvent maintenir l'émulation, on va dire. Effectivement, après, au regard, comme toute collectivité, hein, au regard des évolutions, des informations dont on dispose au jour le jour, je dirais. Hein. Donc, évidemment, on reste avec un discours positif tant que faire se peut, mais voilà, c'est
demain, on se dit que demain il fera beau. Voilà, on essaie d'avoir ce discours-là. Merci à vous. Avant de nous quitter, j'ai aussi une petite question qui nous vient de l'extérieur. Je pense qu'on peut la demander, la poser à Thomas. Comment Uracen, jusqu'où va Uracen dans l'accompagnement des associations dans leur recherche de subventions? Alors, d'abord, la diversification, c'est un maître mot à l'Uracen. On ne met pas ses œufs dans le même panier. Donc, pour les associations, c'est important. On est en lien dans différents groupes de travail avec l'État. Je pense avec la jeunesse et les sports des 5 départements, que ce soit la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise ou l'Aisne, mais aussi avec le conseil régional. Le conseil régional est une tutelle importante pour nous. Elle développe des politiques d'aide à la vie associative extrêmement importantes, formation des bénévoles, tête de réseau, culture, sport. Donc sur tous ces chapitres-là, nous sommes effectivement en lien et on fait gagner du temps finalement aux associations de terrain en participant à ces comités DLA, enfin des noms barbares, mais qui finalement, quand on les mouline bien, sont plus digestes pour les associations locales. On travaille notamment sur, et c'est une demande actuelle et bien comprise des associations, un portail sur les financements. Non pas que nous allons faire, puisque d'autres l'ont fait, mais par contre, l'expliciter, le rendre atteignable à tout le monde. Et on le voit bien, les politiques de la région et de l'État sont en train de fournir leurs fruits, mais je pense qu'ils auront besoin de médiateurs comme nous pour pouvoir mieux le transmettre au plus près des besoins locaux. Voilà un petit peu l'idée générale de la tendance du moment. J'en profite pour dire bonjour à Monsieur Valentin Alcers, qui est élu sur la commune de Péranchy. Voilà, je vous salue. Bienvenue à lui. D'ailleurs, je vais proposer à notre auditoire, si l'un d'entre vous a une question, à qui que ce soit à qu'elle s'adresse d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Il vous suffit juste de brancher votre micro et d'intervenir. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, je n'ai pas de question, mais je réagis simplement dans le contexte actuel du Covid. Pour qu'une association continue, il faut une ambition et une volonté. Et nous avons toujours gardé, déjà nous, pratiquement depuis 8 à 9 mois, l'envie de chanter ensemble. Certes, nous sommes passés de 70 à 40, mais nous, en tant que membres d'un bureau, nous voyons tous les mois et nous essayons toujours de pouvoir apporter aux choristes une certaine sécurité et de dire on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on attend, ça finira bien par arriver. Donc, pour moi, c'est cette volonté, cette ambition, si elle n'y est pas, l'association va disparaître. Ça, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, nous avons un bureau ce soir à 20h. Merci Uracen, c'est mon 3e. Mais hormis ça, nous avons notre AG, parce que tout AG doit être présente en fin d'année. Et nous l'avons programmé au 15 décembre. Et nous allons faire la première AG en vidéo. Et nous devrions être entre 50 et 55. On verra si Zoom pourra nous permettre de nous apporter à la fois cette réunion, mais cette assurance également de pouvoir partager nos craintes, mais également notre envie de chanter. C'est ce que je voulais simplement apporter. Eh bien, bravo pour votre détermination et votre adaptation à ce contexte qu'on déplore tous. Est-ce que j'ai d'autres questions qui, parmi l'assistance, peuvent prendre la parole? Non? Je vais vous proposer un dernier mot de la fin pour nos intervenants avec de manière ludique, peut-être en un mot ou 3 maximum. Si vous aviez à convaincre un père, un confrère, quelqu'un qui exerce les mêmes responsabilités que vous, comment vous préconiseriez le partenariat avec Uracen en 3 mots maximum, Monsieur Denis? Ben, tout simplement, voilà, par rapport au témoignage que je viens d'apporter, hein, en gros, par rapport au thème qui a été apporté par Monsieur Dupé, où dans cet organisme, on sent beaucoup de compétences et de technicité, mais à la fois aussi beaucoup de bienveillance, parce que
être membre d'une association ou encadrant d'une association, c'est aussi, enfin voilà, c'est donner de son temps pour les autres aussi, et quelque part, malgré tout, on a des responsabilités assez importantes à assumer, et parfois on est un peu dans cette ignorance parce que ben, voilà, c'est quand même assez fastidieux, c'est pas dû à tout le monde, et voilà, et je pense que l'organisme que représente l'Uracen permet justement de répondre à toutes ces questions techniques complexes et doutes, et malgré tout d'avoir un discours positif et de bienveillance pour permettre aussi à tous nos dirigeants de nos associations de pouvoir fonctionner avec sérénité. Et ça, c'est important, surtout que, bon, notamment pour notre commune, on a aussi des crises, enfin une crise aussi du bénévolat, de renouveler nos cadres dans nos associations, et la crise ne va pas aider en ce sens. Alors, on aura aussi un travail, je pense, dans les mois qui viennent, avec aussi, en partenariat avec l'Uracen, à resensibiliser nos bureaux et puis à essayer de préparer l'avenir de nos territoires, parce que les associations, c'est le cœur de la vie de la cité. Merci. Merci, Monsieur Denis. Ça faisait un peu plus de 3 mots, mais on retiendra donc compétence, bienveillance et sérénité. Monsieur Dupé, je vous laisse le petit mot de la fin. Vous voulez bien? Oui, si vous voulez. Moi, j'aime bien l'idée du partage, et je fais toujours la constatation suivante, c'est que quand on est devant une tarte aux cerises, quand on la partage, on la divise. Mais quand on est avec Uracen, quand on partage, on se multiplie. Ça vous plaît? On est obligé de s'arrêter là-dessus. Je vous remercie, Monsieur Dupé. Très belle image. Merci à vous, merci à tous les intervenants, merci à l'équipe d'Uracen, bien sûr, et à très bientôt pour un nouvel échange virtuel ou présentiel, bien sûr. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir, et merci à tous. Merci à tous les intervenants également. Au revoir.